service ou étaient des éléments très importants dans leur stratégie dans la région des Grands Lacs. Mais c'est là qu'on ne comprend pas bien. Parce que le Rwanda, c'est un petit pays. Oui. Comment peut-il tenir comment dire ça? Comment peut-il influencer autant la politique étrangère des États-Unis d'Amérique, de la France, on comprend pas là. Il y a quelque chose qui bloque. Ben, vous mettez le doigt sur le tabou, ce dont il ne faut pas parler dans ce dossier. En fait, il faut remonter à Clinton pour comprendre ça. Lorsque Clinton arrive au pouvoir, son objectif c'est quoi? L'objectif de Clinton, c'est de évincer la France de ses anciennes positions en Afrique francophone. Et celui qui le dit de façon très explicite est le ministre de l'économie de Bill Clinton à l'époque, qui s'appelle Ron Brown, qui était mort, je crois, en Yougoslavie dans un accident d'avion plus tard. Et qu'est-ce qu'il a fait un discours à Dakar qui était très important, c'est de dire que traditionnellement les matières premières africaines étaient contrôlées par certaines puissances européennes. Maintenant, c'est le tour des États-Unis. Nous aussi, nous comptons prendre part dans ces matières premières. Et donc, l'objectif à l'époque qui vise à mettre Kagame au pouvoir est de s'emparer des richesses minières de l'Est du Congo. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. On parle beaucoup du génocide, mais derrière le génocide, il y a les matières premières. Et c'est ça qui est beaucoup plus important que ce qu'on affiche là. Et je vais vous amener là-dedans pour que vous puissiez mieux comprendre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette stratégie? Dans cette stratégie, c'est que les Américains ont envie de s'emparer du coltan, qui sert à la fabrication de nos téléphones portables et des ordinateurs. C'est un produit qui est très important, très recherché dans le domaine de l'aéronautique, militaire et civile. Et puis, il y a le cobalt. Et donc, la personne qui est la plus en même de aider les Américains à se procurer ça, c'est celui qui est le président du Rwanda, qui est à la frontière parce que ces produits se trouvent à la frontière avec le Rwanda. Et l'ancien président qu'a soutenu le président Mitterrand, le président Habyarimana, n'aurait jamais accepté ça. N'aurait jamais accepté que son pays serve de base arrière pour aller piller les richesses du Congo. Mais Kagame, lui, était prêt à faire ce travail-là. Et donc, c'est pour cela que les Américains vont tout faire pour l'amener au pouvoir. Et c'est pour ça que l'attentat contre l'avion est un tabou. Vous comprenez mieux maintenant. Deuxième élément, c'est que les Américains considéraient le coltan, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme un produit stratégique de la défense nationale des États-Unis. Je répète, un produit de la sécurité des États-Unis. Donc, qui se trouve dans le sous-sol congolais. Donc, vous comprenez que quand on a déjà cette lecture des événements, on sait déjà très bien, si on met quelqu'un au pouvoir au Rwanda, on sait quel est le boulot qu'il va faire. Je vais encore plus loin que ça. La bombe qui a été utilisée à Nagasaki, Hiroshima, en 1945, contre le Japon qui a été utilisé par les Américains, l'uranium venait du Congo-Zaïre, c'est-à-dire le même endroit où se trouve aujourd'hui le coltan qui sert à la fabrication de nos portables. Donc depuis la Seconde Guerre mondiale, les Américains savent exactement ce qui se trouve dans le sous-sol du Congo et ils ont pris le temps pour pouvoir mettre quelqu'un à la tête du Rwanda qui allait en quelque sorte faire de la sous-traitance pour eux, pour ce genre de produits stratégiques. Voilà pourquoi la France, qui va se retrouver dans cette configuration-là, par sa vision un peu, je dirais pas candide, mais un peu faiblarde dans son positionnement géopolitique, s'était retrouvé en 1993 en étroite relation avec le président du Zaïre, qui était le président Mobutu. C'est-à-dire les Américains avaient lâché quelqu'un qu'ils ont soutenu au pouvoir pendant 32 ans, qui est le président du Zaïre, et les seules personnes qui soutenaient le président du Zaïre à ce moment-là, c'était les Français. Mais les Français, on se retrouve en 93 dans la configuration de la cohabitation. Donc, le positionnement des uns et des autres fait que la politique étrangère de la France et la position géopolitique de la France est affaiblie.
Le président Mitterrand a son cancer de la prostate et les Américains, et le président du Zaïre a aussi le cancer de la prostate. Donc c'est à ce moment-là que Paul Kagame, utilisé par les Américains, on va commettre l'attentat qui va permettre de renverser non seulement le président rwandais, mais en 97, c'est-à-dire quelques années, 3 ans après l'affaire de l'attentat, le président du Zaïre va être renversé par Paul Kagame. Je récapitule pour que les gens comprennent bien l'articulation. Bill Clinton veut installer Paul Kagame au pouvoir. Paul Kagame est en formation aux États-Unis, on le met là. En 94, ils font abattre l'avion du président Habyarimana, qui est le président du Rwanda, qui s'entend avec le président du Zaïre, qui est son voisin. Les Américains veulent le coltan et l'uranium du Zaïre. Pour y arriver, ils ne peuvent pas directement attaquer le président du Zaïre qui est en place. Pourquoi? C'est pas plus simple? Mais c'est quelqu'un qui les connaît très bien. Ils l'ont soutenu pendant 32 ans. C'est comme l'affaire avec Pinochet. Donc on n'a pas envie on veut s'en débarrasser, mais on ne va pas s'afficher, comme on va pas prendre le risque de venir le renverser. Donc on passe par un proxy. Voilà, exactement. Et donc c'est ce qu'ils vont faire. Et entre-temps, les Américains font pression sur la France et sur la Belgique de lâcher ce président, qui est devenu un dictateur. Mais pendant 32 ans, il n'était pas dictateur. C'est exactement ce qui se passe avec Kagame. Il est venu, soi-disant, en 1994 pour apporter la démocratie, mais ça fait 27 ans qu'il est là, soutenu par les Américains. Et on ne nous dit pas qu'il est dictateur. Bon, donc c'est la même chose qui va se passer avec Mobutu. Donc il passe par Paul Kagame, qui va renverser ce président en 1997. En 1987, alors que le génocide au Rwanda, les génocides au Rwanda, il y en a eu 4, même si on ne parle que d'un seul. Les génocides au Rwanda sont en train de mobiliser l'opinion publique. Je reçois à Kinshasa un coup de téléphone d'un certain Léonce Ndarubaki qui m'appelle. Je venais de sortir du journal à 13h30. Il me dit, Monsieur Kwebe, est-ce qu'on peut se rencontrer à l'hôtel Diplomate, n'est-ce pas, non loin de l'hôpital de Kintambo? Je m'y rends, je vois un monsieur grand, 2 mètres et quelques, un tout petit pur jus. Il dit, Monsieur Kwebe, ça fait 2 semaines que je suis ici, à Kinshasa. J'attends d'être reçu par le président fondateur, c'est par Mobutu. Et je suis les informations. Je me rends compte, Kwebe, que c'est vrai, vous êtes un excellent journaliste. Mais excusez-moi, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez quand vous parlez du Kivu. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors j'étais un peu, évidemment, humilié. Il dit, mais écoutez, parce que vous ne savez pas qui sont les Tutsis. Vous ne savez pas, moi je suis Tutsi, dit-il. Je peux remonter l'arbre généalogique de ma famille jusqu'au XVIIe siècle. Je sais qui était mon arrière-arrière-arrière-grand-père jusqu'au XVIIe siècle. Eh bien, moi j'étais gouverneur de Muramvya, n'est-ce pas? C'était le bras droit de Ndadaye, le président qui a été assassiné. Oui, Melchior Ndadaye. J'étais son bras droit, gouverneur de Muramvya. Et moi, j'ai échappé à 5 attentats, n'est-ce pas? J'ai échappé à 5 attentats par mes frères Tutsis. Entre parenthèses, on en parlera. Fachi a échappé à 5 attentats ici, mais dont on ne parle pas. Fachi a échappé à 5 attentats. Le premier, c'est celui contre son avion, avec son chauffeur et sa voiture en Antonov. Oui, c'était ça le premier attentat. Mais il y en a eu d'autres dont on ne parle pas. Donc, il dit que, Léonce Ndarubaki me dit que il a échappé à 5 attentats, mais il est venu ici pour dire à Mobutu ce que sont les Tutsis, qui sont ici au Congo. Ce sont eux qui vont l'abattre. Ce sont eux qui vont le faire partir. Mais j'attends depuis 2 semaines, je ne suis pas encore reçu. Et il me dit, mon cher Kwebe, vous ne savez pas, vous n'avez pas la moindre idée, quelle que soit votre imagination, de la haine que nous, les Tutsis, nous portons au Bantou congolais. On vous hait, on vous déteste. Et d'ailleurs, on vous appelle des chèvres, dans notre argot. Et pour nous, les Tutsis, tuer un Moutou congolais, c'est faire œuvre de prophylaxie. C'est comme si vous écrasiez un moustique. Le moustique ne vous a rien fait, mais dès que vous voyez un moustique, le premier réflexe c'est de l'écraser. Dès que vous voyez un serpent, si vous avez un bâton, le premier réflexe c'est de le taper. Eh bien pour nous les Tutsis vis-à-vis des Bantous et des Hutus, c'est la même chose. Et c'est dit en toutes lettres dans le plan d'annexion, le plan ici. Il dit on vous déteste, on vous hait, comme vous ne savez pas. Et je vous signale que les Tutsis sont en train de préparer un coup contre Mobutu. Ils ont dû rire sous cap lorsque Félix Tshisekedi disait que Kagame est son frère. Exactement. Mais écoutez,
Voilà ce qu'ils disent ici. Tout intellectuel, c'est le point 4 du plan, il y en a 18, il y a 18 points. Hein. Le point 4, je lis. Tout intellectuel Motutsi est tenu de se faire un ami dans tous les services de la République démocratique du Congo pour lui permettre de s'initier à la machinerie administrative de ce service en vue de se préparer au remplacement éventuel à la responsabilité de ce service. C'est le point 4 du plan. Ça vaut la peine de le lire, vous allez comprendre que en fait, nous sommes totalement à côté de la plaque. Nous n'avons pas la moindre idée du péril majeur qui plane au-dessus de nos têtes, de l'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de nous depuis le 6 août 1962. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a gagné ces élections. D'abord en 2006, en 2011, en 2018. Et il y a 24 candidats, ou 26, je ne sais plus, qui n'ont jamais lu ceci. Alors qu'il y a un péril majeur qui est au-dessus de nous et dont nous n'avons pas pris conscience. Et quand vous en parlez aux Congolais, ils disent, mais vous exagérez, Moko Yekufate, Nani Nzambe Azo Sala, Yahvé Azo Sala. Mais la Yougoslavie, qui parle maintenant de la Yougoslavie? Juste une petite anecdote. Je vais à Western Union, au guichet, pour envoyer de l'argent au pays. Devant moi se trouvent deux jeunes blancs, 18-20 ans. À l'époque, il y a cela, on remplissait encore des formulaires. Hein. On leur remet un formulaire qu'ils remplissent pour envoyer de l'argent. Alors, l'employé de Western Union prend le formulaire et regarde. C'est une dame. Elle leur demande, mais où envoyez-vous l'argent? Ils disent, mais c'est écrit là-bas, sur le formulaire, on envoie de l'argent en Yougoslavie. Et la dame leur répond, mais écoutez, mais messieurs, vous ne savez pas que la Yougoslavie n'existe plus. Moi, j'ai peur, mon cher Kerwin, que dans 5 ou 6 ans, ce ne sera plus une question de parler de la Yougoslavie qui n'existe plus, mais ce sera, ah, mais vous ne savez plus que la République démocratique du Congo n'existe plus. Aujourd'hui, la Libye n'existe quasiment plus. C'est un pays qui est divisé en 3, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et la région de Benghazi. Le Soudan, qui est voisin du Congo, divisé en 2, le Sud-Soudan, le Nord-Soudan, avant que la province du Darfour, qui est frontalière du Tchad, ne soit également séparée. Donc, il y a un péril majeur. Le plan de balkanisation du Congo, mon cher Kerwin, existe depuis 1972. Depuis 1972, depuis 51 ans. Et plusieurs chancelleries d'ambassades dans le monde possèdent ce plan de balkanisation du Congo en vue de la création du Tutsi-land, c'est-à-dire de la création du foyer national Tutsi qui comprendrait l'ancienne district du Tanganyika, n'est-ce pas, selon l'ancienne, n'est-ce pas, division administrative, le sud Kivu, le nord Kivu, une partie du Maniema, l'autre partie étant destinée à être annexée par l'Ouganda, n'est-ce pas? Voilà les frontières du Tutsi-land. Donc, le district du Tanganyika, le sud Kivu, le nord Kivu et une partie du Maniema. Ce plan existe et tous les jours, aujourd'hui, comme hier, comme demain, les Tutsis y travaillent patiemment, inlassablement. Depuis Kingakati, où il est réfugié dans sa forteresse, Joseph Kabila y travaille tous les jours. Pendant la journée, Joseph Kabila est un Congolais. La nuit, c'est un Tutsi. Le phénomène Mombondo, les gens ne se posent pas la question, mais pourquoi brusquement les Bateke et les Bayaka se mettent à... Bonjour la famille de Miv Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne Miv Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation.